En 2025, un capitaine de 37 ans bouscule la hiérarchie symbolique pendant que l'on sacrait encore des présidents, des milliardaires ou des patrons de la tech. L'attention s'est déplacée vers le Burkina Faso. Des institutions réagissent, des gouvernements observent et des publics en Afrique comme dans la diaspora projettent sur ce nom une idée de dignité. Au cœur de ce déplacement, Ibrahim Traoré n'est ni présenté comme parfait ni comme consensuel. Il devient surtout un test en conditions réelles entre souveraineté, contrôle des ressources et soupçons d'ingérence. Reste à comprendre pourquoi 2025 a changé la conversation. Le propos avance avec une intention claire. En une vingtaine de minutes, elle montre ce que 2025 a réellement mis en jeu, au-delà des réactions émotionnelles et des slogans. Le idée clé tient en 12 mots: comprendre pouvoir, ressources et légitimité, sans mythe ni diabolisation. Le parcours d'Ibrahim Traoré sert ici de fil conducteur, non pour juger une personne, mais pour éclairer des mécanismes observables. Les enjeux sont concrets: sécurité régionale, contrôle économique, crédibilité internationale et attentes sociales s'entrecroisent dans un pays pauvre mais stratégique. Ce croisement explique pourquoi des décisions prises à Ouagadougou déclenchent des réponses à Washington, Paris ou Moscou, et pourquoi des jeunes publics y lisent une rupture possible. À chaque moment, les faits rapportés proviennent du même corpus, sans extrapolation chiffrée. Une question surgit alors: si la souveraineté est revendiquée, à quel prix opérationnel et pour qui d'abord? La réponse commence maintenant par les éléments qui ont déplacé l'attention mondiale. Elle prépare le terrain pour distinguer discours, décisions et effets mesurables avant d'entrer dans la séquence des faits de 2025, pas à pas. Début 2025, un basculement devient visible. Ibrahim Traoré n'est plus traité comme une figure transitoire. En quelques mois, son nom circule simultanément dans des débats citoyens, des cercles diplomatiques et des institutions militaires, signe qu'un seuil d'attention a été franchi. Cette reconnaissance implicite ne repose pas sur un résultat final, mais sur une direction perçue, suffisamment claire pour provoquer réaction et alignement. Pour comprendre ce glissement, il faut replacer le contexte. Le Burkina Faso reste l'un des pays les plus pauvres du monde, confronté à une insécurité persistante et à des institutions suspendues. Historiquement, les coups d'État dans la région ont rarement produit stabilité ou prospérité durable. Cette mémoire collective nourrit une méfiance profonde envers toute prise de pouvoir militaire. C'est précisément ce qui rend le cas Traoré atypique aux yeux de nombreux observateurs. Il émerge dans un environnement saturé d'échecs similaires, mais sans reprendre immédiatement leurs codes habituels. La première différence tient au langage. Ibrahim Traoré ne centre pas son discours sur la gestion de crise ou la transition technique, mais sur la dignité, la souveraineté et la capacité de décider sans validation externe. Ce cadrage résonne dans un espace africain où la dépendance économique et sécuritaire est vécue comme une constante. La seconde différence concerne la réception. De jeunes publics souvent absents des récits institutionnels se projettent dans cette posture, non comme garantie de succès, mais comme rupture symbolique avec l'immobilisme. Enfin, le moment compte. En 2025, plusieurs dynamiques convergent: lassitude face aux partenariats sécuritaires inefficaces, fatigue vis-à-vis d'élites perçues comme déconnectées et circulation accélérée des récits via les réseaux sociaux. Dans ce contexte compressé, chaque prise de position de Traoré est amplifiée, commentée et comparée. Le résultat n'est pas une adhésion unanime, mais une centralité nouvelle. Cet élément éclaire la suite du récit. Si Ibrahim Traoré attire autant l'attention, ce n'est pas parce qu'il aurait résolu des problèmes structurels, mais parce qu'il force à regarder autrement les rapports entre pouvoir, ressources et légitimité. Le décor est posé, les effets concrets commencent maintenant à se manifester. À ce stade, Ibrahim Traoré devient une figure de référence, non seulement par ses décisions, mais par la manière dont elles sont perçues et relayées. Dans les échanges publics, son image circule moins comme celle d'un chef militaire classique que comme un point d'appui narratif utilisé pour exprimer des attentes accumulées
cumulées. Cette dynamique ne repose pas sur des réalisations finales, mais sur des signaux précoces jugés cohérents par une partie de l'opinion. Un premier impact apparaît dans la relation aux discours officiels. Contrairement à des transitions militaires antérieures, la communication privilégie l'explication directe, adressée aux citoyens comme à des interlocuteurs et non comme à un public passif. Cette approche réduit au moins temporairement la distance entre gouvernants et gouvernés. Elle ne dissipe pas les inquiétudes institutionnelles, mais modifie la tonalité du débat interne. Un second impact concerne la jeunesse. Dans un continent où l'âge médian est bas et où les dirigeants sont souvent perçus comme éloignés des réalités sociales, le profil générationnel de Traoré sert de miroir. Des témoignages relayés montrent que certains jeunes y lisent une reconnaissance implicite de leur frustration et de leur désir d'autonomie. Là encore, il ne s'agit pas d'un consensus, mais d'une visibilité accrue d'attentes longtemps marginalisées. Enfin, l'effet se fait sentir à l'extérieur. Diplomates, analystes et médias commencent à traiter le Burkina Faso non plus seulement comme un espace de crise, mais comme un lieu d'initiative politique. Cette requalification, même partielle, suffit à produire des réactions en chaîne, positives ou critiques. Elle place le pays dans une zone d'attention continue où chaque choix est scruté et interprété. Ce que cela implique devient clair. Avant même des résultats mesurables, la perception a changé et cette perception influence déjà les rapports de force, internes comme externes. Les événements de 2025 s'enchaînent progressivement, d'abord dans l'initiative, puis dans l'attention et enfin dans leurs conséquences. Au départ, Ibrahim Traoré hérite d'un pays marqué par l'insécurité et la dépendance, mais choisit de rompre avec la gestion routinière. Les partenariats sécuritaires existants sont remis en question non par un discours abrupt, mais par des décisions graduelles qui signalent un changement d'orientation. Ce premier mouvement, encore discret, suffit pourtant à alerter des acteurs régionaux habitués à une continuité stratégique. La phase suivante est celle de la montée en tension. Le Burkina Faso s'inscrit plus clairement dans une dynamique régionale avec le Mali et le Niger, en se détachant d'anciens cadres sécuritaires jugés inefficaces. Ibrahim Traoré assume cette visibilité et multiplie les prises de parole pour expliquer la logique poursuivie, ne plus déléguer la sécurité à des dispositifs extérieurs peu redevables. Cette séquence transforme un choix national en signal régional. Les réactions s'enchaînent entre inquiétudes diplomatiques et intérêts stratégiques, car le Sahel est rarement autorisé à définir ses propres paramètres. Vient ensuite le tournant économique. La question de l'or, ressource centrale du Burkina Faso, passe du statut de donnée structurelle à celui de levier politique. Le gouvernement revoit les règles du jeu minier, augmente la part de l'État et évoque la transformation locale comme horizon. Ce n'est plus seulement une critique de l'extraction passée, mais une tentative d'opérationnalisation de la souveraineté. À ce stade, la narration autour d'Ibrahim Traoré change. D'icône générationnelle, il devient acteur perturbateur d'intérêts établis. Les répliques internationales ne tardent pas. Des prises de position publiques, y compris dans des enceintes officielles étrangères, questionnent la légitimité et les intentions du pouvoir burkinabé. Ce moment marque un seuil. Le débat sort du registre symbolique pour entrer dans la confrontation ouverte. Là où beaucoup de dirigeants auraient infléchi leur discours, Traoré maintient la ligne, insistant sur le caractère rationnel de décisions jugées radicales par d'autres. Enfin, la dernière phase est celle de la diffusion sociale. Les réactions ne se limitent plus au gouvernement. Des mobilisations narratives apparaissent sur les réseaux sociaux, dans la diaspora comme sur le continent, défendant moins un homme qu'une idée, le droit à expérimenter sans disqualification immédiate. Cette résonance transforme la séquence initiale en phénomène plus large. Ainsi, la chronologie de 2025 révèle une logique simple mais lourde de conséquences. Chaque décision a produit un effet au-delà de son périmètre immédiat. L'activation a déclenché la tension a exposé les lignes de fracture et les répliques ont inscrit Ibrahim Traoré dans un rapport de force durable bien au-delà du Burkina Faso. Au départ, le Burkina Faso présente un cadre bien connu, une économie fragile, fortement dépendante de l'exportation de matières premières brutes et une situation sécuritaire dégradée. Ce cadre initial sert de référence pour comprendre les évolutions observées en 2025. Le changement n'est pas décrit ici comme une transformation achevée, mais comme un déplacement mesurable de priorité
priorités et de leviers associés aux décisions prises sous la direction d'Ibrahim Traoré. La structure de contrôle des ressources minières. Avant 2025, l'extraction de l'or reposait majoritairement sur des entreprises étrangères avec une captation de valeur limitée pour l'État. Le réajustement du code minier modifie ce point de départ. La part de l'État dans certains projets augmente, ce qui introduit un écart institutionnel clair. Le gouvernement devient acteur direct plutôt que simple régulateur. L'effet immédiat n'est pas une richesse soudaine, mais une capacité accrue à intervenir dans la chaîne de décision et à négocier les conditions d'exploitation. La logique de transformation locale. Historiquement, l'or était exporté brut, puis valorisé ailleurs. L'annonce d'une capacité nationale de raffinage ne change pas instantanément les flux, mais elle introduit un écart stratégique entre l'ancien modèle et celui visé. La différence se mesure en potentiel industriel. Plus d'emplois qualifiés, plus de rétention de valeur et une réduction partielle de la dépendance aux circuits extérieurs. Là encore, le écart est prospectif, mais il est suffisamment explicite pour susciter des réactions internationales. La relation entre décisions économiques et perceptions extérieures. En 2025, certaines prises de position publiques d'acteurs étrangers accusent le pouvoir burkinabé de détourner les ressources au profit du régime. Ce moment est central car il rend visible un seuil de tolérance franchi. Le contraste est net entre le discours antérieur, souvent discret, et la critique formulée ouvertement. Ce passage du murmure à l'accusation publique constitue un changement mesurable dans l'intensité des interactions diplomatiques. Ces éléments doivent être interprétés avec prudence. Ils ne prouvent ni une réussite économique durable, ni un échec structurel. Ils montrent plutôt une modification des paramètres. Le contrôle accru sur une partie de la production, l'affirmation d'une stratégie de valeur ajoutée et la réaction internationale forment un triptyque cohérent. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire différente de celle observée les années précédentes. Il est important de noter ce qui n'apparaît pas encore dans les données disponibles, les effets sur le niveau de vie, la réduction de l'insécurité ou la stabilisation institutionnelle ne sont pas établis de manière concluante. L'absence de ces résultats n'invalide pas le changement de cap, mais rappelle son caractère expérimental. Le écart principal se situe donc moins dans les résultats finaux que dans la redéfinition des priorités. En résumé, la lecture quantitative de 2025 suggère un déplacement mesurable mais incomplet. Ibrahim Traoré ne transforme pas instantanément les indicateurs sociaux, mais il modifie la structure des décisions économiques et la nature des interactions extérieures. C'est précisément ce décalage entre ambitions affichées et effets encore partiels qui alimente le débat actuel et qui appelle maintenant l'examen des critiques les plus solides formulées contre cette trajectoire. Toute analyse sérieuse doit prendre au sérieux les objections les plus fortes. Concernant Ibrahim Traoré, 2 critiques structurantes dominent en 2025 et elles ne relèvent ni de la caricature ni de la mauvaise foi. Les exposer clairement permet de tester la solidité de la trajectoire engagée. La première critique porte sur la légitimité politique. Traoré arrive au pouvoir par un coup d'État dans un pays où les institutions démocratiques sont déjà fragilisées. Selon cette lecture, même un discours de souveraineté ou des décisions populaires ne peuvent compenser l'absence de processus électoral et de contre-pouvoir effectif. Le risque identifié est celui d'une normalisation du pouvoir militaire où l'exception devient la règle et où la concentration de l'autorité affaiblit durablement l'espace civique. Cette inquiétude est renforcée par la suspension prolongée des institutions et l'incertitude sur un calendrier politique clair. La seconde critique concerne les alliances extérieures, en particulier le rapprochement avec la Russie. Des observateurs estiment que rompre avec des partenaires occidentaux jugés inefficaces ne garantit pas une autonomie réelle. Selon eux, il existe un danger de substitution, remplacer une dépendance par une autre, moins visible mais tout aussi contraignante. Dans cette perspective, l'acquisition d'armes, la coopération sécuritaire et l'alignement diplomatique pourraient réduire la marge de manœuvre stratégique du Burkina Faso à moyen terme. Ces critiques sont cohérentes et historiquement fondées. L'Afrique a connu de nombreux exemples où des promesses de rupture ont débouché sur de nouvelles formes de dépendance ou d'autoritarisme. Les ignorer affaiblirait toute analyse crédible.
La réponse, cependant, ne consiste pas à les balayer, mais à observer les nuances. Sur la légitimité, le pouvoir de Traoré ne se justifie pas par des élections inexistantes, mais par un contrat implicite, priorité donnée à la sécurité et au contrôle économique dans un contexte de défiance massive envers les systèmes précédents. Ce n'est pas une solution normative, mais une explication fonctionnelle. Sur les alliances, le discours officiel insiste sur le pragmatisme plutôt que l'allégeance. Ibrahim Traoré présente ses partenariats comme réversibles et conditionnels, justifiés par l'échec de cadres antérieurs. Cette position n'élimine pas les risques, mais elle les rend explicites. Ainsi, la présentation la plus solide des objections révèle une tension réelle. Les critiques pointent des dangers structurels, tandis que la trajectoire actuelle cherche à exploiter une fenêtre étroite entre rupture et reproduction. C'est cette zone grise, inconfortable mais décisive, qui prépare le basculement analysé ensuite. Le symbole dépasse désormais la fonction. À mi-parcours de 2025, un déplacement s'opère dans la manière d'interpréter Ibrahim Traoré. Il n'est plus seulement observé comme un chef d'État militaire testant une voie alternative, mais comme un révélateur des limites du système existant. Ce glissement est subtil mais décisif. Le débat cesse de porter uniquement sur ce qu'il fait pour interroger ce que ses actions exposent. La révélation tient à ceci: les réactions qu'il provoque comptent autant que ses décisions. Lorsqu'un pouvoir africain touche simultanément à la sécurité, aux ressources et aux alliances, il met à nu des lignes de dépendance longtemps tolérées. Les réponses extérieures, parfois abruptes, confirment que certains espaces de décision étaient considérés comme non négociables. En les franchissant, Traoré ne crée pas seulement une controverse, il révèle un plafond politique implicite. Ce point médian reconfigure la lecture du récit. Les soutiens populaires, notamment parmi les jeunes et la diaspora, ne s'expliquent plus uniquement par l'espoir ou la frustration, mais par la reconnaissance d'un affrontement structurel. À l'inverse, les critiques internationales cessent d'être perçues comme neutres et sont réinterprétées à l'aune des intérêts en jeu. Le centre de gravité du débat se déplace ainsi du registre moral vers celui du rapport de force. Ce moment ne tranche rien définitivement, il ne valide ni ne condamne la trajectoire suivie, mais il change le cadre. Ibrahim Traoré devient moins une promesse individuelle qu'un miroir tendu à un ordre global en tension. À partir de là, la question n'est plus seulement réussira-t-il, ça non, mais que se passe-t-il quand un acteur refuse de rester à sa place prévue? Les effets de la trajectoire engagée en 2025 se lisent différemment selon les groupes concernés. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. En renforçant le contrôle sur certaines décisions sécuritaires et économiques, le pouvoir central gagne une marge de manœuvre politique. Cette marge reste fragile et contestée, mais elle modifie le rapport avec les partenaires extérieurs qui doivent désormais composer avec un interlocuteur moins disposé à accepter des cadres prédéfinis. Dans ce sens, Ibrahim Traoré repositionne l'État comme acteur et non simple exécutant. Pour les acteurs économiques, notamment dans le secteur minier, l'impact est plus ambivalent. La révision des règles et l'affirmation d'une plus grande participation publique introduisent de l'incertitude à court terme. Certains investisseurs y voient un risque accru, d'autres un signal de renégociation possible plutôt qu'une rupture totale. Cette zone grise ralentit certaines décisions, mais elle force aussi un recalibrage des attentes. Le message implicite était que l'accès aux ressources n'est plus découplé des priorités nationales affichées. Du côté des populations locales, les conséquences d'un procédé sont d'abord perceptives. Les annonces sur la transformation de l'or, la souveraineté économique ou la rupture avec des partenariats jugés inefficaces nourrissent un sentiment de reconnaissance symbolique. Cela ne se traduit pas immédiatement par une amélioration des conditions de vie, mais par une relecture du rôle de l'État. Pour une partie des citoyens, l'idée que les ressources puissent servir un projet collectif, même différé, change la relation à l'autorité. Pour d'autres, l'attente devient une source de pression supplémentaire, car les promesses créent des obligations. À l'échelle régionale et internationale, enfin, les effets sont plus visibles.
tangible. Le Burkina Faso cesse d'être traité uniquement comme un espace de crise à stabiliser et devient un cas politique à surveiller. Les prises de position publiques, les débats institutionnels et l'attention médiatique accrue témoignent de ce déplacement. Ibrahim Traoré, volontairement ou non, catalyse une discussion plus large sur les limites de l'ingérence, le contrôle des ressources et la légitimité des choix souverains. Cette centralité expose le pays à des tensions, mais elle lui confère aussi une visibilité stratégique inédite. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau contrasté. Aucun groupe ne bénéficie d'un gain net et immédiat. En revanche, tous opèrent désormais dans un environnement modifié où les règles implicites sont questionnées. C'est cette redistribution des attentes et des contraintes qui constitue la conséquence la plus tangible de 2025. Elle ne garantit ni succès ni échec, mais elle transforme durablement les paramètres du débat autour du Burkina Faso et de son leadership. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, sans prétendre à la prédiction. Elles servent à clarifier des conditions et des risques à partir des dynamiques observées en 2025 plutôt qu'à figer un futur. La trajectoire actuelle se prolonge sans rupture majeure. Le pouvoir consolide certains leviers économiques et sécuritaires tout en gérant une pression diplomatique persistante. Les réformes avancent de manière inégale. Des ajustements techniques dans les secteurs stratégiques coexistent avec des lenteurs institutionnelles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré maintient une posture de fermeté mesurée, cherchant à préserver des marges de manœuvre sans provoquer d'isolement formel. Le coût principal reste l'incertitude, mais l'avantage tient à la continuité. Ni retour en arrière abrupt, ni escalade incontrôlée. Les choix engagés produisent des effets tangible. Une amélioration relative de la coordination sécuritaire régionale réduit la pression immédiate sur certaines zones. Les réformes économiques, même partielles, génèrent des signaux positifs de valeur ajoutée locale et de renégociation équilibrée. Sur le plan externe, le dialogue se recompose. Les partenaires adaptent leurs attentes à une réalité plus assertive. Dans cette hypothèse, la centralité acquise en 2025 devient un atout car elle permet de négocier depuis une position plus lisible. La clé est la transparence opérationnelle capable de limiter les soupçons et de stabiliser la confiance interne. Les tensions s'accumulent, les critiques sur la légitimité et les alliances se durcissent, les pressions économiques augmentent et l'espace civique se rétracte davantage. Des choix sécuritaires rapides peuvent produire des gains ponctuels, mais au prix d'une dépendance accrue à des partenariats peu contrôlés. Dans ce cas, la visibilité internationale se retourne. D'atout, elle devient un facteur de vulnérabilité. Le risque principal est de la fermeture des options lorsque chaque décision réduit la suivante. Une ligne de conduite traverse ces évolutions. Il ne s'agit pas de choisir entre rupture et conformité, mais d'expliciter les conditions qui décident selon quels critères et avec quel mécanisme de correction. Si ces balises existent, la trajectoire peut rester ajustable. Si elle manque, l'incertitude se transforme en contrainte. Ainsi, l'avenir proche dépend moins d'un geste spectaculaire que de la capacité à maintenir des options ouvertes. Les scénarios éclairent des chemins possibles. Ils n'en imposent aucun. La suite du récit se joue désormais au niveau des individus concernés et de la manière dont ces choix se traduisent dans leur quotidien. À ce stade, la question centrale devient personnelle. En quoi cette trajectoire concerne-t-elle concrètement le public qui observe de loin ? Pour de nombreux citoyens africains, la situation au Burkina Faso agit comme un miroir imparfait. Elle renvoie à des expériences communes, promesses politiques non tenues, dépendance économique persistante, sentiment d'impuissance face à des décisions prises ailleurs. Le parcours d'Ibrahim Traoré est alors lu non comme un modèle à copier, mais comme un signal que des choix différents sont au moins envisageables. Pour les membres de la diaspora, la résonance prend une autre forme. Les débats de 2025 réactivent une tension familière entre fierté et inquiétude. D'un côté, la visibilité internationale d'un dirigeant africain qui ne s'excuse pas d'exister dans l'espace géopolitique. De l'autre, la crainte que cette exposition n'entraîne des coûts élevés pour les populations locales. Cette ambivalence nourrit des discussions intenses où le soutien symbolique cohabite avec des exigences de responsabilité.
Les publics extérieurs au continent ne sont pas absents de cette équation. Pour eux, le cas burkinabé interroge des habitudes d'analyse. Il oblige à distinguer stabilité apparente et efficacité réelle, légitimité formelle et acceptation sociale. Observer cette trajectoire invite à remettre en question des grilles de lecture trop simples, souvent appliquées aux pays du Sud sans tenir compte de leurs contraintes spécifiques. À l'échelle individuelle, deux enseignements émergent. Le premier est cognitif, comprendre que les trajectoires politiques ne sont pas linéaires et que les ruptures comportent toujours des zones d'ombre. Le second est pratique, reconnaître que l'attention portée à ces situations influence le débat public, notamment à travers les récits partagés, les comparaisons faites et les attentes exprimées. Ainsi, la résonance ne tient pas à une adhésion uniforme, mais à une implication intellectuelle. Le cas d'Ibrahim Traoré pousse chacun à clarifier ses propres critères. Qu'attend-on réellement d'un leadership ? Quel compromis juge-t-on acceptable ? Et à quel moment le refus du statu quo devient-il un risque assumé plutôt qu'une simple posture ? À ce point du récit, il devient possible d'esquisser une lecture opérationnelle sans transformer l'analyse en prescription rigide. Les pistes évoquées ici ne constituent pas un programme, mais un ensemble de conditions minimales permettant d'évaluer la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré. Elles servent de repère pour distinguer une rupture maîtrisée d'un basculement non contrôlé. La lisibilité des décisions. Lorsqu'un pouvoir agit au nom de la souveraineté, il doit expliciter les critères qui guident ses choix. Qui décide, sur quelle base et avec quel mécanisme de révision ? La communication directe observée en 2025 va dans ce sens, mais elle doit s'institutionnaliser pour dépasser la figure du dirigeant et survivre à la conjoncture. La séquence économique. Le contrôle accru des ressources n'a de sens que s'il s'inscrit dans une chaîne cohérente allant de l'extraction à la valeur ajoutée locale. Cela implique des étapes mesurables, même modestes, et des indicateurs publics. Sans ces balises, la souveraineté reste déclarative et expose le pouvoir à des accusations récurrentes d'arbitraire, l'équilibre sécuritaire. Les partenariats alternatifs peuvent répondre à des urgences réelles, mais ils nécessitent des garde-fous. Transparence, des accords, contrôle civil progressif et articulation régionale sont essentiels pour éviter une dépendance déplacée. Sur ce point, la responsabilité d'Ibrahim Traoré ne tient pas seulement au choix des alliés, mais à la manière dont ces choix sont encadrés. L'horizon politique, même dans un contexte de crise, l'absence totale de perspectives institutionnelles alimente l'incertitude. Fixer des jalons sans précipitation ni promesses irréalistes permettrait de transformer un contrat implicite en trajectoire partagée. En somme, ces pistes dessinent un chemin étroit mais praticable. Elles ne garantissent ni succès ni stabilité immédiate. Elles offrent cependant un cadre d'évaluation clair. Si ces conditions sont réunies, la rupture engagée peut rester ajustable. Si elles ne le sont pas, la centralité acquise en 2025 risque de se retourner contre ceux qu'elle prétend servir. Le fil narratif revient ici à ce qui a émergé plus tôt, une attente projetée sur une figure avant même des résultats tangibles. En 2025, Ibrahim Traoré n'est pas devenu central parce qu'il aurait résolu des crises anciennes, mais parce qu'il a occupé un vide symbolique. Ce vide, beaucoup le reconnaissent. Celui d'un leadership perçu comme parlant au nom de ceux qui subissent les conséquences sans participer au choix. Le rappel à la figure de référence évoquée précédemment est important. Les jeunes voix, les récits relayés, les gestes interprétés comme des signes de dignité ont construit une charge émotionnelle durable. Elle ne repose pas sur une illusion collective, mais sur une fatigue accumulée face à des trajectoires bloquées. Dans ce contexte, Traoré agit comme un point de condensation. Il concentre espoir, projection et contradiction. La phrase clé s'impose alors simple et inconfortable. L'impact précède le verdict. Avant même que l'histoire ne tranche, la présence d'Ibrahim Traoré a modifié les conversations, déplacé les attentes et rendu visibles des tensions longtemps normalisées. Ce déplacement compte en soi, indépendamment de l'issue finale. C'est pourquoi la conclusion ne peut être triomphale. Elle est suspendue.
Elle reconnaît que toute transformation réelle est fragile, exposée au retour en arrière et aux désillusions, mais elle rappelle aussi que l'absence de mouvement a un coût, souvent invisible mais profond. Ainsi, le rappel émotionnel n'est pas une célébration mais une invitation à la lucidité. Ce moment restera comme celui où une trajectoire a forcé chacun à regarder autrement le pouvoir, la dépendance et la responsabilité collective. La dernière partie invite à une discussion informée. Le parcours observé en 2025 invite à dépasser les réactions réflexes, qu'elles soient d'enthousiasme ou de rejet. Il pose une question plus large que le cas du Burkina Faso. Comment évaluer un leadership lorsqu'il agit dans un système déjà fragilisé avec peu d'options sans coût élevé? Pour certains, Ibrahim Traoré incarne une tentative nécessaire de déplacer des lignes figées. Pour d'autres, il représente un risque supplémentaire dans un environnement déjà instable. Ces lectures opposées peuvent coexister à condition d'être argumentées à partir de faits, de conditions et de conséquences plutôt que de symboles simplifiés. C'est dans cet espace de débat que la compréhension progresse. L'enjeu du dialogue est aussi collectif. Les discussions publiques, les analyses partagées et les comparaisons internationales influencent la manière dont ces trajectoires sont perçues et indirectement les marges de manœuvre dont disposent les acteurs locaux. Observer sans romantiser, critiquer sans disqualifier, soutenir sans aveuglement, cet équilibre est difficile mais nécessaire. La question finale reste ouverte. Ce moment de 2025 sera-t-il relu comme une parenthèse ou comme un tournant? Tout dépendra moins des intentions affichées que des effets produits dans la durée. À ce stade, le plus utile est peut-être de maintenir l'attention, de suivre les évolutions réelles et de confronter les points de vue. Qu'en pensez-vous et selon quels critères jugerez-vous cette trajectoire dans les mois à venir?